Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 20h30 si vous nous suivez à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez par ailleurs chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le triptyque clé qui régit la dynamique des marchés en ce début d'année, ce triptyque clé que nous allons analyser avec nos invités dans un instant, c'est celui composé du dollar, des taux et du pétrole. La variable pétrolière également agite ce début d'année avec des rebonds des cours du pétrole de l'ordre de 10-15% sur les dernières semaines depuis la fin du mois de décembre, qui viennent en plus alimenter effectivement les tensions qu'on peut observer sur les rendements obligataires. Le 10 ans américain ne décroche pas du niveau de 4,80 autour et le dollar toujours plus fort. L'indice dollar franchit à nouveau la barre des 110. C'est une mesure de la force du dollar face à un ensemble de devises majeures. Sur la parité euro-dollar, cela se traduit avec un euro-dollar qui est en train de casser 1,02 aujourd'hui. Voilà donc pour la grille d'analyse des marchés en ce début d'année. À une semaine de l'investiture de Donald Trump, évidemment, le Day One est en approche, que nous réservera l'exercice du pouvoir pour ce second mandat de Donald Trump. C'est la grande question du moment, évidemment, sur les marchés et chez les investisseurs. Discussion à suivre avec nos invités dans quelques instants. Au démarrage d'une semaine qui sera marquée également par un petit changement de focale, puisque nous aurons quand même la partie micro qui va se réanimer. Les résultats annuels des grands groupes mondiaux seront publiés à partir de mercredi. Le coup d'envoi sera donné par plusieurs grandes banques américaines, JP Morgan, Wells Fargo ou encore Citigroup et Goldman Sachs, je crois, qui publieront leurs résultats annuels ce mercredi pour donner le coup d'envoi de cette saison dans un contexte où les marchés restent relativement chers. C'est le cas notamment des marchés américains, même si on voit un S&P 500 qui a retracé toute la hausse enregistrée depuis l'élection de Donald Trump le 5 novembre dernier. Voilà pour l'état des lieux. Discussion à suivre, je le disais. Et puis nous resterons très américains dans cette émission avec un dernier quart d'heure, comme chaque lundi, qui sera notre quart d'heure américain. Nous reviendrons notamment avec Pierre-Yves Dugas sur le dossier US Steel, Nippon Steel, et ce sera à suivre dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et j'ai oublié de le mentionner, mais c'est une semaine qui sera marquée par l'expiration de différents produits dérivés ce vendredi, la semaine dite des trois sorcières, et déjà une volatilité retrouvée sur les marchés. En effet, mais en attendant les trois sorcières, le début de semaine est morose. Les bourses européennes évoluent en repli, le CAC 47 du terrain aujourd'hui autour de 7400 points. Le marché obligataire reste sous surveillance après le regain des tensions observé vendredi à la suite du rapport sur l'emploi américain de décembre. Bon, parmi les marchés obligataires mondiaux des économies développées que l'on surveille aujourd'hui, il y a toujours le cas particulier du laboratoire britannique. Oui, effectivement, c'est sur ce marché obligataire britannique qu'on a observé les tensions les plus importantes tout au long de la semaine dernière. Des tensions qui ne s'apaisent toujours pas en ce début de semaine avec un 10 ans britannique qui se maintient sur ses plus hauts, autour de 4,90%. Le rendement de l'obligation à 30 ans a atteint aujourd'hui un plus haut depuis 27 ans à environ 5,50%. Que dire des équilibres observés sur les autres grands marchés obligataires du monde, Pauline ? Aux États-Unis, le rendement est également au plus haut depuis un an, autour de 4,75-4,80%. Pareil pour la France, le 10 ans est au plus haut de l'année, autour de 3,45%. Côté allemand, le rendement de l'obligation à 10 ans évolue autour de 2,60%. Le spread entre ces deux obligations est au-delà de 85 points de base. Ces tensions obligataires se traduisent également sur le marché des changes. Oui, alors que les taux britanniques continuent leur remontée, on a vu la livre sterling tomber à son plus bas niveau par rapport au dollar depuis plus d'un an. L'euro continue de baisser autour de 1,02, seuil qui a même été cassé dans la matinée. Et puis le pétrole fait son retour également à la une de l'actualité. Oui, les cours du pétrole poursuivent leur remontée entamée fin décembre à la suite des sanctions prises à l'encontre de la Russie par les États-Unis et le Royaume-Uni. Le baril de Brent s'établit au-delà de $80 aujourd'hui. Cela profite à tout le secteur de l'énergie. Total Energy, Chevron et ExxonMobil sont en hausse.
Du côté des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui de la balance commerciale chinoise. Oui, les exportations chinoises ont progressé plus que ce qui était attendu au mois de décembre, de 10,7% sur un an, après plus 6,7% en novembre. Du côté des importations, elles sont en hausse de 1%, à mettre en perspective avec un repli de presque 4% sur un an le mois précédent. L'actualité entreprise du jour était relativement légère, mais on notera quand même le titre bioMérieux qui s'affiche en vedette à Paris aujourd'hui. Oui, l'entreprise annonce la conclusion d'un accord pour acquérir Spinship Diagnostic, une start-up norvégienne spécialisée dans les diagnostics, dans laquelle bioMérieux détenait déjà 20% du capital pour un montant total de 138 millions d'euros. Le titre était en hausse de 5% au cours de la séance. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? La journée de demain s'annonce calme avant une seconde partie de semaine chargée avec le lancement de la saison des résultats d'entreprise dès mercredi avec ceux des grandes banques américaines. Mais demain, les investisseurs prendront tout de même connaissance des prix à la production industrielle américain pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous livre les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir autour de la table pour discuter de la situation des marchés mondiaux. Sébastien Paris-Sorvit est avec nous, directeur de la recherche de LBP-AM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Gilles. Gilles Etcheberry-Garay nous accompagne également, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Et Alexandre Ezez également à nos côtés. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes stratégiste pour le groupe Richelieu. C'est un triptyque qui revient régulièrement dans l'actualité. Dollars, taux, pétrole, pas forcément dans l'ordre. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parlait assez peu du pétrole jusqu'à ces derniers jours ou ces dernières semaines. Le dollar, lui, commence l'année comme il a terminé 2024 en force. Et les taux reviennent sur des sommets récents et électrisent un petit peu la planète marché aujourd'hui. Alexandre, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce triptyque ? Et est-ce que entre le dollar, les taux et le pétrole, est-ce qu'on a de quoi faire vaciller l'autre grand marché qui est celui des actions par exemple ? Alors en partie parce que les valorisations restent quand même assez élevées du côté américain et du côté européen. C'est vrai que la hausse des taux et la remontée du pétrole, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, en tout cas pour les investisseurs, mais même pour la croissance économique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, principalement, on a vu jusqu'à la fin d'année la hausse des taux et la hausse du dollar, c'était assez lié et le pétrole n'était pas dans le jeu en fait. Et c'est vrai que ça vient ajouter un risque sur l'inflation, notamment en Europe, et donc sur les taux obligataires en général. Et cette crainte que l'on a d'une Fed qui non seulement est moins accommodante, mais peut potentiellement ne plus l'être du tout. Et finalement, sur 2024, tout le monde attendait la baisse des taux. Ouais. La baisse des taux, le put. Voilà. On attendait le put. De Fed et qui a libéré à peu près tous les pays. Hein. Ouais. Et finalement, l'inverse, finalement, cette Fed qui veut rester avec un discours un peu plus restrictif, finalement, ça met toutes les autres banques centrales dans une situation inconfortable, que ce soit le Japon, la Chine, l'Europe, évidemment la Grande-Bretagne. Comment vous comprenez quand même ce qui se passe, là, notamment sur les taux, hein. On a beaucoup commenté ce mouvement global, d'ailleurs, de correction obligataire, des taux sous tension, Royaume-Uni, Europe, et bien sûr le marché leader américain. On rejoue une fois de plus à se faire peur avec des éléments un peu fondamentaux sur l'inflation. C'est autre chose. Où sont les forces de rappel et les limites ? Est-ce qu'on reste quand même dans l'idée qu'on ne va pas sortir des rails, en tout cas de ce qu'on a connu ces derniers mois ou ces trimestres ? Ou est-ce qu'il y a toujours une chance d'un breakout, comme on dit dans le jargon ? Alors, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est vrai que d'un point de vue européen, finalement, on voit qu'on est quand même assez dépendant des taux américains. C'est-à-dire qu'il y a eu une contamination, une contamination des taux américains. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première phase de hausse des taux aux États-Unis, ça a plutôt été lié à un effet Trump sur une croissance potentielle supérieure. Et donc, on a vu finalement les taux réels monter et les inflations anticipées rester finalement à leur niveau assez raisonnable. Et puis là, depuis le début de l'année,
finalement, c'est plus les forecasts... Les points morts qui remontent, le point mort qui remonte, plus que sur les taux réels. Ça veut dire quoi, que la crainte, là, dans un deuxième temps, on a plutôt une crainte sur l'inflation. Une non-maîtrise de l'inflation. D'une non-maîtrise de l'inflation. En tout cas, ce fameux dernier kilomètre qui peut durer très longtemps. Hein, c'est peut-être en dichotomie, donc on peut peut-être ne jamais y arriver aux États-Unis. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on se dit, autant la croissance, on a vu qu'on pouvait faire de la croissance avec une inflation mesurée, ça c'est possible, et que les banques centrales, finalement, pouvaient être accommodantes et accompagner le mouvement. Autant là, si la désinflation prend fin, là, on peut se poser des questions. Et encore une fois, tout vient de la Fed. Ouais. Sébastien, quelles sont les questions qui sont soulevées là, par ces mouvements de marché que tout le monde regarde là, depuis quelques semaines maintenant ? Si on commence par les taux, parce qu'évidemment, ça joue un rôle d'ancrage important pour les marchés, pour les anticipations des uns et des autres, du coût de l'argent pour l'avenir. Mais je pense que quand on regarde, en tout cas les statistiques, aux États-Unis, on calcule la prime de terme, c'est-à-dire quelque chose qu'on a oublié. On a oublié pendant très longtemps, rappelez-vous, pendant très longtemps, finalement, on était prêt à acheter des obligations sans se protéger de rien, parce que les banques centrales, le put allait être là, on va être tout le temps aidé par les banques centrales, et donc il n'y avait pas de risque à avoir une obligation pour très longtemps, même si le rendement était faible. Et il se trouve que les estimations qu'on a aujourd'hui, depuis que Trump a gagné les élections, c'est que ces primes de terme montent. Alors, c'est pas que Trump. Le marché, les investisseurs, je le formule autrement pour être bien clair, Sébastien, les investisseurs, notamment depuis l'élection de Trump, demandent une extra rémunération pour détenir de la dette à long terme par rapport à la rémunération qu'ils pourraient obtenir en roulant de la dette court terme. C'est ça l'idée. Exactement. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. En tout cas, c'est nouveau par rapport à la période de déflation, disons, et même pendant cette période qu'on vient de vivre avec les banques centrales qui ont aidé tout le monde en gardant des politiques très accommodantes. Et même pendant la remontée des taux, on n'avait pas cette prime de terme. C'est reconstitution de prime de terme. Et donc, elle ne cesse de monter. On est aux États-Unis, c'est presque 60 points de base. On était à moins 60, moins 100 points de base de prime de terme. Et ça, c'est très important parce que ça nous raconte une première histoire très importante. Et pour nous, c'est pas un détail. C'est que les gens sont moins sûrs de l'avenir. Et être moins sûr de l'avenir pour les marchés, c'est pas génial. Et donc, moins sûr de l'avenir, c'est que on ne sait pas ce que la Fed va faire, on ne sait pas peut-être ce que l'inflation va faire, on ne sait pas ce que la croissance va faire. C'est vrai qu'il y a de l'optimisme à court terme. Monsieur Trump nous dit qu'il va baisser les impôts, c'est bon pour les entreprises, ça va être bon pour la croissance. Ça a été un petit peu bon pendant la période Trump, rappelez-vous, mais la croissance n'a pas été spectaculaire. Certes, les profits ont monté parce qu'on a baissé de 30 et quelques pourcents à 21% le taux de l'IS. Là, on va le baisser à 15%. Donc, forcément, c'est positif pour les profits, mais ça ne fait pas forcément de la croissance, ça n'investit pas forcément. Donc, ça, c'est le premier élément d'ancrage. Malheureusement, pour tout le monde, non seulement l'inflation est un peu plus forte, comme vous l'avez dit, et donc tout le monde se dit, la Fed, quand même, c'est son objectif, c'est pas là, on va moins baisser les taux. Mais au total, on se retrouve quand même avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que personne ne l'avait anticipé. Et par sympathie, on le sait, il y a cette corrélation, les marchés obligataires se parlent et les taux ont monté partout. Alors, il se trouve qu'un pays, vous l'avez cité tout à l'heure, a souffert plus que les autres. Et c'est le Royaume-Uni, qui aujourd'hui est tout seul, n'est plus dans l'Union, dans la zone euro. Et il se trouve dans l'Union européenne. Pardon, il n'a jamais été dans la zone euro, c'est vrai, dans l'Union européenne. Et il se trouve que pour les Anglais, qui avaient déjà réussi à passer l'obstacle sans trop de dégâts sur un projet de finances publiques ou de budget qui était assez laxiste. Le marché a un ticket, on a vu les taux monter un petit peu, mais ce n'était pas encore complètement un moment listreux. Et donc, aujourd'hui, il se trouve dans une spirale très négative. Ouais. Pourquoi ? Parce que les taux américains ont entraîné à la hausse les taux anglais, et tout à coup, pour le marché, on a dépassé une ligne rouge, on s'est dit, attention, votre déficit ne va faire que gonfler. Il va falloir 5,5 sur du 30 ans britannique et 4,90 sur du 10 ans britannique. Exactement. Et donc, on se dit, sûrement le marché exagère un peu, mais il va falloir faire quelque chose. Moi, j'ai travaillé au FMI. Et quand ça arrive, il faut bien quelqu'un qui arrête cette mauvaise spirale. Il faut un coupe-circuit. Et le coupe-circuit ne peut venir
que du budget dont la ministre des Finances a annoncé qu'elle va faire quelque chose. Quelque chose va être fait. Pas évident où. Des hausses de taxes supplémentaires, ça ne va pas être bien vu. Il va falloir couper quelque part. Comment, etc. En revanche, il y a une autre conclusion et qui est néfaste pour l'économie anglaise, c'est que peut-être la Banque centrale devra se mettre en sourdine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'attendait qu'elle fasse quelque chose. Des baisses de taux. Et des baisses de taux. Je pense que c'est toujours possible. Pourquoi ? Parce que si, du côté budgétaire, le dialogue, le policymisme se fait de façon ordonnée, ils vont pouvoir le faire. Mais c'est important parce que c'est un signe qu'aujourd'hui, le marché obligataire s'est réveillé, les fameux bond vigilantes ou les surveillants la patrouille. Moi, j'appelle ça la patrouille obligataire. Qui surveillent qu'au total, quand même, monsieur les politiques, il faut de l'ordre dans les finances publiques, se sont réveillés. Est-ce qu'aux US, ils se sont réveillés aussi ? Pour le reste de l'Europe, je ne sais pas, même pour la France. Hein, il y a un petit réveil, mais finalement 80 et quelques points de base vis-à-vis du Bund, ce n'est pas exagéré. Mais c'est bien ce laboratoire britannique qui doit... J'ai vu que vous aviez... c'est vrai que c'est pas mal, pour dire, est-ce qu'on change de monde ? Et c'est un ancrage important. Et donc, il y a les conséquences sur le dollar qui continue à s'apprécier. La livre, c'est la monnaie qui s'est plus dépréciée. Ah oui. Mais nous, on a un peu suivi, on n'est pas si loin de ça. Et d'avoir des taux qui montent et une devise qui baisse, c'est pas très sain comme mouvement. C'est pas très sain. Et donc, non, c'est important de le souligner parce que pour le Royaume-Uni, et comme pour nous, le Royaume-Uni, malgré tout, n'a pas réussi à se diversifier et d'aller ailleurs. Continue à exporter, importer, très lié à l'Union européenne. Et donc, au total, du point de vue de l'inflation, par exemple, c'est pas aussi massif parce qu'on reste accroché à, finalement, l'Union européenne. Donc, ça, c'est un élément positif. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et finalement, le pétrole, c'est un autre sujet. C'est très différent. C'est très différent. C'est les sanctions à la Russie. Oui, je suis d'accord. C'est un autre paradigme, on reviendra. Les causes sont différentes, mais comme disait Alexandre, ça vient quand même rajouter une dimension sur l'inflation. Pour moi, en tout cas. Ouais, ok. Gilles, sur ces considérations autour du triptyque clé, là, dollar, taux, d'accord, pétrole. Le pétrole, c'est un cas à part, c'est les sanctions, c'est une coïncidence plus qu'autre chose. Mais c'est un petit mouvement. Moi, je pense que ce n'est pas un mouvement durable, parce qu'on est déjà sur une consommation qui est plutôt orientée à la baisse, en particulier en Asie, et les pétroliers indiens, chinois ne peuvent plus acheter le pétrole russe. Ce qu'ils faisaient, ils se sont remis on n'est pas en route pour revoir les prix extrêmes qu'on a vus en 2022. Je ne crois pas. Et puis ça fera qu'accélérer la transition, mais déjà, il y a un phénomène technique où les Indiens et les Chinois ont pris le message des Américains et ils n'achètent plus de pétrole russe en douce. Donc, ils sont obligés de racheter du pétrole officiellement. Et ça déséquilibre le marché. Plus la chasse aux pétroliers fantômes, enfin voilà. Non, je pense que ce qui est important, c'est effectivement, il y a deux choses. Il y a de façon plus globale et plus le 16 décembre, il y a le changement d'attitude de la Fed. On a une parenthèse, je ne sais pas dire enchantée, mais du 18 septembre au 16 décembre, où la Fed a laissé tout le monde spéculer en disant... Donc ça, c'est les 100 points de base de baisse de taux de la Fed, oui, mais aussi les M7 qui sont partis au sommet, enfin, c'est le Bitcoin à 100 000 $. Enfin, c'est allez-y, spéculer... il faut que l'économie soit le plus chaud possible pour le 8 novembre, le 5 novembre. Allez-y, voilà, open bar. Je rajoute une goutte de whisky dans le punch avant les élections. Puisque quelqu'un avait dit la rôle de la fête, c'est d'enlever le punch. Le bol de punch. Voilà. C'est ça. Là, 18 septembre, il rajoute 1 litre de whisky un mois avant les élections. Après, fondamentalement, je pense qu'on est en train de faire une transition et qui est aujourd'hui visible entre une période où on avait trop d'épargne. Les taux négatifs, en fait, c'est aussi un prix d'épargne qui était négatif. C'est qu'il était un équilibre entre l'offre et la demande. Excès d'épargne et pas assez d'investissement. Voilà. Et on est en train de switcher, de revenir à une époque normale où, aujourd'hui, on n'a plus assez d'argent liquide, plus assez d'argent pour financer tout. Et il y a un mur de... je crois que c'est Cross-Border qui dit que la liquidité, c'est la capacité à refinancer toutes les dettes. Il y a un mur. Une des raisons pour lesquelles les taux longs, et on peut revenir, on a ralenti l'économie américaine, c'est que beaucoup de gens avaient pris des taux. Pas besoin de s'endetter. Voilà, 2020, pas besoin de se réendetter ou de se refinancer. Les hypothèques étaient à 3%. Donc là, il y a à nouveau un mur de la dette en 2025, là. Ah oui, c'est les refinancements Covid. De 5-6 ans sur le corporate. Donc, parce que le mur, il devait venir en 23. À chaque fois, on arrive à le reporter. Hein. Oui, mais là, ça va être de plus en plus compliqué. D'accord. Et aujourd'hui, une épargne plus limitée, parce que les prix ont monté, tout ça, donc les taux d'épargne doit financer les déficits, doit financer l'endettement privé. Et je pense qu'en plus, il y a une espèce d'aspiration gigantesque vers les États-Unis. Où aujourd'hui, toute cette épargne mondiale finit aux États-Unis, dans le dollar faire, soit sur les taux,
parce que c'est les meilleures rémunérations de tout court, soit sur la tech américaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on a des zones comme l'Angleterre, l'Europe, qui sont globalement plutôt en ralentissement fort, qui sont aspirés des taux longs, sont contre-intuitifs, parce qu'on a cette épargne aujourd'hui qui est plus suffisante. En tout cas, elle est mal redistribuée, quoi, d'une certaine manière, où elle est aspirée par un seul pays dans le monde. Donc du coup, les autres, avant, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi qu'il en coûte, et aujourd'hui, c'est plus possible. Parce qu'on revient dans une épargne qui doit être rémunérée avec des taux d'intérêt réels positifs. Je veux dire, on est à 2,5 de taux d'intérêt réels positifs aujourd'hui aux États-Unis. Personne ne dit rien, mais voilà. Donc, c'est les plus gros taux d'intérêt réels de la planète. Donc qui aspire l'épargne mondiale, mais c'est une épargne qui est désormais, je pense, globalement insuffisante pour faire tout ce qu'on a à faire, et en particulier refinancer tout ce qui doit être financé en 2025. Les déficits budgétaires qui sont restés assez importants, surtout aux États-Unis, et même tout ce qui doit être financé sur la dette privée. Donc voilà, donc c'est un changement. Pour moi, il y a vraiment on achève le changement de structure post-Covid, où effectivement le monde est passé d'un excédent d'épargne probablement à un déficit d'épargne. Les taux obligataires sont les premiers à s'en rendre compte. Ouais. Mais normalement, si cette hypothèse est vraie, ça va finir par se diffuser à d'autres marchés. Les actions, c'est peut-être en cours. Et un jour, tout ce qui est dettes privées et autres, on verra. Donc on est plutôt dans un moment de de-rating des actifs là qu'on a vu bien progresser pendant 2 ans. Oui, parce que long terme, à part les obligations d'État, j'entends, qui sont les seuls qui ont pris un prix. Et 2,5% de taux réel, je ne vous ai pas posé la question, mais 2,5% de taux réel aux États-Unis, ça s'achète. Ah mais 30 ans, le gouvernement 5 ans pendant 30 ans, pour les fonds de pension, tout ça, ils résolvent une partie. En plus, leurs passifs ont beaucoup dépendu parce qu'ils ont remonté. Donc ça va limiter quand même la hausse des taux longs américains à un certain stade. Je pense que ce sont les taux longs, sauf si l'inflation s'emballe, et c'est le dernier point qui est aussi le risque. C'est que, en fait, face à ça, les banques centrales en 2025 ou 2026 auront un choix à faire. Soit elles refont le quantitative easing pour absorber et donc relancer l'inflation, soit elles décident que l'inflation, ça a été trop et elles sont en retard. Et là, on a du rating de tous les actifs réels. Aujourd'hui, il va y avoir un choix à faire, et c'est un peu ça que reflète le marché, dire voilà, ils ont réussi à mener les deux, politique monétaire expansionniste, politique budgétaire expansionniste. Cette époque est finie. Maintenant, il va faire des choix entre inflation et actifs, récession. Et donc dans l'intervalle, on tâtonne, quoi. Et en intervalle, on tâtonne. Dans l'intervalle, on tâtonne. Alexandre, je reprendrai bien votre idée, notamment sur la Fed. Effectivement, on attendait quand même, il y a encore quelques semaines de cela, que la Fed puisse continuer à délivrer quelques baisses de taux à travers l'année 2025, au moins pour peut-être neutraliser le réglage de sa politique monétaire. Visiblement, c'est à nouveau une grande question. Et même, vous évoquiez la possibilité, pourquoi pas, qu'un prochain mouvement de la Fed soit plutôt à la hausse. C'est quoi le chemin qui peut nous amener à ça ? Et en parallèle de ça, comment est-ce que la BCE se comporte si jamais la Fed est au moins engagée dans une pause, j'allais dire, de plusieurs mois ? On aura le 31 janvier, je crois, le prochain point de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu véritablement un changement de discours entre les deux réunions de la Fed, avec une Fed qui, à un moment, a dit on va pas se projeter sur ce que va faire Trump. Et puis, finalement, à la dernière réunion, c'était clairement le discours, c'était il y a un risque inflationniste lié à Trump. Alors, est-ce que notre scénario, c'est pas que la Fed monte ses taux, mais je pense que le marché peut à un moment y croire, repricer. Même si, quand on regarde dans les détails, notamment dans l'inflation américaine, il y a quand même encore des réserves de désinflation, qui sont encore à l'œuvre. Et c'est une des raisons pour laquelle, même si on stagnait, voire même si on remontait un peu, les banquiers centraux n'étaient pas si inquiets que ça. On l'a vu notamment dans le dernier FOMC. Donc, sans Trump, en tout cas, la désinflation, elle perdurait. Et là, on parle quand même d'une inflation qui remonte, alors que Trump n'a toujours pas... non. C'est ça le vrai sujet. Il n'a fait que parler pour l'instant. Il n'a fait que parler. Ou tweeter, ou je ne sais pas comment on dit sur Truth Social. Mais... Alors, il y a des éléments inflationnistes, ça c'est certain. Est-ce que les droits de douane sont inflationnistes ? Ça, il y a encore des discours, on ne sait pas trop en fait. Parce que, alors, en Europe, certainement que c'est pas inflationniste, voire même potentiellement déflationniste. Et aux États-Unis, est-ce que les baisses d'impôts de l'autre côté, enfin en tout cas, il y a encore des discussions. Le vrai sujet pour la Fed, à mon avis, c'est l'immigration. Et c'est là où Trump, à mon avis, devra mettre un peu de l'eau dans son vin, parce que c'est vraiment le vrai sujet. En fait, quand on regarde l'immigration, notamment les 2 dernières années, il y a eu
une très très forte migration aux États-Unis. 3 millions par an, hein. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Énorme, Ouais. pour effectivement pallier au manque de main-d'œuvre, et c'était essayer de faire baisser la pression salariale, c'est certain. Et ça, s'ils mettaient en œuvre tout de suite ce programme, là, ça serait assez Donc le vrai risque inflationniste pour vous, il est dans la politique migratoire de Trump, avec la question pour chacune des grandes dimensions de ces Trumponomics, de savoir jusqu'où il mettra le curseur. Hein. C'est ça, quel équilibre il voudra trouver entre la satisfaction de son public politique et la réalité économique. Quoi. Et notre analyse, en tout cas, c'est quand même que Trump, on a parlé, effectivement, il est populiste, mais la seule chose qu'il ne veut pas, c'est un retour de l'inflation. Il ne veut pas être le président. Et donc, il fera tout quand même pour essayer de maîtriser cette inflation. Alors, il y a des contrebalanciers. Le déficit budgétaire, peut-être qu'il sera beaucoup moindre avec des membres de son parti qui sont quand même beaucoup plus restrictifs. Mais je pense qu'il mettra peut-être de l'eau dans son vin sur l'immigration, alors que sur les droits de douane, là, il risque de taper assez fort, assez rapidement. C'est un marqueur important pour lui, disons, qui porte pas forcément ce risque inflationniste. Exactement. Et en plus, en attendant de mettre en place ces droits de douane, il peut avoir un double effet inflationniste, parce qu'il peut avoir une suractivité liée à des restockages massifs. On a vu les pays manufacturiers en Europe au mois de décembre remonter. On a vu les exportations chinoises remonter. Et donc, plus il attend en disant qu'il va le faire, plus les entreprises américaines anticipent. Se préparent. Potentiellement créer une surchauffe. Les enquêtes sur l'emploi. Et donc, il faut qu'il aille rapidement sur ce sujet-là, en tout cas, pour éviter une deuxième lame après, quand il la mettra en place. Il faut qu'il lève le voile. Il faut qu'il lève le voile. Oui, il y a une question de séquence qui est très importante, j'ai l'impression, dans l'application des Trumponomics. Le degré de séquence. Alors, l'immigration, c'est le point central, à mon avis, là où il devra ajuster. Gilles, si vous voulez reprendre la parole là-dessus, Trump peut avoir beaucoup de défauts, beaucoup de qualités. En tout cas, il faut considérer que c'est quand même un animal politique peut-être extraordinaire, et qu'il a sans doute bien compris qu'il avait été élu en grande partie, parce que les Américains pensent que l'inflation, c'est la faute de Biden. C'est quand même un peu le socle de son mandat. C'est clair et net, puisque les démocrates, pour la première fois, ont gagné plus de $100 000. Donc, partant de là, qu'est-ce qu'on imagine à compter de Day One la semaine prochaine? Le problème, c'est qu'il y a plein de cuisiniers dans la cuisine de Washington, des gens qui ne sont pas forcément... qui sont compétents, Scott Bessent est compétent, mais qui ne maîtrisent pas et qui ont des opinions un peu différentes des uns des autres. Oui, c'est un patchwork. Et quand on voit là, tout à l'heure sur l'immigration, je suis d'accord qu'il ne faut pas... Mais on voit J.D. Vance qui a parlé hier soir, donc le vice-président, qui a 1 million de gens à aller chercher, 2 millions de personnes à aller chercher immédiatement. C'est le vice-président, donc qui lui, dans la vision très dure sur le plan de l'immigration, il y a les Trumpistes de Washington et les Trumpistes de New York. Les Trumpistes de New York sont plus pragmatiques, Bessent, même de Musk dans certains côtés, et les Trumpistes de New York sont quand même beaucoup plus durs. Donc aujourd'hui, il y a un problème de degré, il y a un problème de décision. Qui va avoir raison in fine, le dernier a parlé à l'oreille de Trump, et d'ordre, effectivement, parce que chasser l'immigration, c'est inflationniste. Si par-dessus on met des droits de douane, c'est encore plus inflationniste, parce qu'on manque de main-d'œuvre. Inversement, si on laisse faire progressivement. Voilà, donc J'ai écouté et lu 2-3 travaux d'économistes sur l'immigration. Enfin, je veux dire, limiter le flux d'immigration illégale, pourquoi pas? Le renverser, comme Trump le promettait, renvoyer les immigrés illégaux, quand on fait la somme et les maths, je veux dire, c'est même incalculable. Les montants que ça demande, c'est incalculable. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Surtout dans l'agriculture. Et surtout et voilà, il y a aussi le Trumpiste texan, peut-être, qui pourrait à un moment se demander si la main-d'œuvre. La plaine centrale. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, à New York ou dans la plaine centrale, on veut chasser les immigrés qui font des crimes. Enfin, c'est le fameux projet de loi de la personne qui a été violée par un immigré illégal. Voilà. C'est la seule immigration qu'il veut chasser. La vision nataliste pure et dure de J.D. Vance ou de Smith, c'est de dire tous ceux qui ne sont pas blancs ne sont pas américains. Et donc, il y a quand même un espace assez large. Oui, puis on a vu la friction que ça pouvait amener aussi avec, je ne sais pas, la Silicon Valley, avec les H-1B, etc., les visas, etc., qui sont clés pour le fonctionnement de l'innovation aux États-Unis. C'est là où New York et la Californie, les supporters sont beaucoup plus ouverts là-dessus que ne le sont les MAGA purs et durs, historiques de Trump. Donc, on ne sait pas où il va mettre le curseur. Ce sera lui, le dernier qui l'emporte. Et là, c'est vraiment assez fondamental pour l'inflation et pour la surchauffe. Mais c'est une pure inconnue.
C'est comme ça moi, qu'il faut... Oui, j'entends. Pour moi, c'est une pure inconnue. Parce que D'accord, ok. quand j'entends J.D. Vance de côté, quand j'entends Bessent de l'autre, j'ai pas du tout le même discours. Ouais. Et in fine, et ça, c'est les prérogatives de Trump. Donc c'est Trump. Donc, premier point d'intégration à lever, le Après, il y migratoire. a les l'immigration. droits de douane parce que les Chinois, par exemple, ont un plan, probablement un plan, j'espère, un plan de relance en réserve. Et ils attendent de voir que la Chine, voir ce que font les Trump avant de le sortir. Donc tout le monde est en attente de ces droits de douane. Les devises bougent. Plus on a vu l'article du Washington Post l'autre semaine. Si c'est moins fort, les devises rebondissent. Si c'est plus fort, les devises s'affaissent pour compenser. Il y a tout le monde. C'était une bonne répétition cette journée-là, j'ai trouvé, effectivement. Je l'ai pris comme ça. Je suis tout à fait d'accord. oui, on a bien vu sur une journée, effectivement, les informations du Wall Street Journal démentissent que ça impliquait effectivement sur les Washington devises. Post, Sur voilà, les, oui, tout à fait. oui, Washington Post, pardon. Oui, Ouais. voilà, tout à fait. C'était pour moi un ballon d'essai de quelqu'un dans l'administration Trump qui, on ne sait pas, a voulu voir. Bon, Sébastien, moi, Day One. je pense qu'il faut partir d'un truc que ça. D'abord, Trump est un populiste. Et c'est vrai qu'il a quelques jauges. Hein. Il y a le marché action, c'est très important. Et surtout, il y a que les gens qui l'ont soutenu soient contents. Ah oui. Et donc, il ne va pas changer. Et de fait, quand on entend son discours, et malheureusement, pour ceux qui ont oublié, le premier mandat, c'était ça. Tous les lundis, on avait un truc explosif. Est-ce que ça devenait réalité ou pas? Donc, il faut s'habituer à ça. Donc, du point de vue économique, c'est le deuxième élément. Donc, Trump est un populiste. Et lui, il veut avoir le soutien des gens qui se sentent maltraités, etc. et convaincre les riches qu'ils vont gagner avec lui. Deuxième point sur les mesures. Les trois mesures importantes, ou les 4 mesures importantes, c'est les impôts, c'est positif pour l'économie, c'est positif pour les entreprises. Maintenant, ce n'est pas très positif pour le déficit et pour les finances, qui est un problème. Et la première fois, ils n'ont rien fait. Ça se paye tout seul, rappelez-vous. Ça ne s'est pas payé tout seul. Et pour les autres points, il y a la déréglementation, bien pour le secteur bancaire, avec les risques pour l'avenir. On sait ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps sur les banques régionales. Pour prendre ce cas-là, pour le reste, ça sera essentiellement des réglementations anti-ESG, donc notamment sur le pétrole, etc., l'énergie. Le troisième élément, c'est l'immigration. On va mettre ensemble immigration et droits de douane, parce que les deux sont... Donc, quel que soit le modèle macro des gens sérieux... Une taxe sur le consommateur américain. C'est une taxe sur le consommateur américain. Et c'est négatif pour la croissance. Pourquoi c'est négatif sur la croissance? Parce que si on prend les droits de douane, ce qui est moins trivial, c'est que vous empêchez des gens qui sont plus compétitifs que vous pour rentrer sur le marché. Et ça crée moins de croissance à l'avenir. Parce que vous allez produire la même chose, plus cher, dans l'économie américaine, si jamais vous arrivez à la substituer. Peut-être les Chinois, il y aura des représailles. Il y a plus d'intensité concurrentielle qui permet une amélioration de votre production, de qualité et de prix. C'est plus cher. C'est plus cher. C'est plus cher. Et à court terme, vous créez de l'inflation. Vous créez de l'inflation. Et la question, est-ce que l'inflation, c'est comme une taxe, c'est comme une TVA ou c'est autre chose? C'est autre chose. Tous les modèles savent que monter les impôts, donc les taxes douanières, peut engendrer une inflation durable. Et une des raisons, c'est parce que les effets de substitution, je suis protégé, je monte plus les prix. Donc, en général, c'est inflationniste. Donc, si Trump faisait ce qu'il a promis, ça serait une catastrophe pour les États-Unis et surtout pour le reste du monde. On reviendrait, la déglobalisation prendrait une autre dimension. Nous, on pense que ça n'arrivera pas. Alors, peut-être qu'on est trop optimiste, mais ça n'arrivera pas de ce point de vue-là. Reste l'immigration. Il y a 8 à 11 millions d'illégaux aux États-Unis. Et comme vous le disiez, Grégoire, impossible. Hein. On peut prendre tous les bus qu'on veut, ça va être dur d'enlever 11 millions de personnes. Ça n'arrivera pas. Et si ça arrivait... Ça coûte des dizaines, des centaines de milliards. Et parce que c'est des consommateurs et des travailleurs. Alors, illégaux ou pas, mais c'est des consommateurs et travailleurs. Énorme effet sur le PIB. Maintenant, nous, on fait une hypothèse très simple. On revient à l'époque Trump. C'est vrai qu'on était plutôt à 1 million par an, voire un peu moins même, de personnes qui arrivaient par an. C'était un peu plus d'ailleurs que l'époque d'Obama. Obama, oui.
Et c'était un peu plus. Donc, malgré le mur, etc., il y a plus de gens. Là, on a une explosion. Mais ce n'est pas dû parce que les États-Unis ont ouvert les frontières. C'est que crise au Venezuela, en Amérique latine, ça a donné beaucoup de flux pour les États-Unis et d'autres régions du monde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de plus modéré? Cette chose plus modérée va avoir un impact sur la croissance américaine. Est-ce que ça aura un impact positif sur les salaires? C'est un des problèmes avec Bessent, qui a l'air très raisonnable, hein, avec ces fameuses flèches sur qu'est-ce que doit faire Trump. L'une, c'est sur le défisit, c'est important. C'est les 3-3, la règle des 3-3. La règle des 3-3. Et sur l'immigration, il défend une théorie assez étrange, comme quoi, en fait, le fait de ne pas amener beaucoup de gens chez vous, en fait, ça va permettre de soutenir les salaires. C'est positif. Pourquoi? Parce que vous allez gagner en productivité. Parce qu'évidemment, il va falloir faire des efforts. Il va falloir mieux gérer. Bon, on a eu l'immigration et des gains de productivité. On a eu les deux en même temps. Hein. Mais est-ce que... Non, personne, il n'y a pas d'économiste qui soutient... Bon, bref. On est dans cette situation, on est un populiste, on a des mesures qui sont très négatives à moyen terme pour la croissance. Il n'y a pas vraiment d'innovation derrière tout ça, il n'y a pas de choses absolument extraordinaires pour prolonger la productivité qu'on a vue aux États-Unis. Donc, on est tous dans l'attente, est-ce que ça va être très négatif ou un petit peu négatif? Nous, on est dans le un petit peu négatif, avec un peu plus d'inflation. Ça contraint la Fed. Ils l'ont intégré dans leurs prévisions, vous l'avez vu, ils l'ont tous dit, y compris le staff de la Fed. Est-ce qu'ils se trompent? Est-ce que ça sera moins, un peu plus? En tous les cas, on est aujourd'hui, c'est un truc qu'on sait, la Fed va être dans l'attente de ce qui se passe, et c'est pas génial pour les actifs risqués, même si à moyen terme, si on préserve la croissance mondiale, malgré tout, ça devrait être bon. Sauf si les taux sont beaucoup plus élevés, parce qu'on va plutôt acheter des taux à 2,5% de croissance de taux réel aux États-Unis. En Angleterre, encore plus. On achète. Mais il y a une limite. C'est vrai qu'il y a une limite, parce que si aucun des politiques fait ce qu'il doit faire pour rétablir un équilibre soutenable... Ça peut déraper. Voilà, il ne faut pas prendre toute l'épargne pour financer le déficit public. Il faut que l'épargne aille dans l'investissement pour créer de la croissance. Sur l'Europe, dans ce contexte, Alexandre, effectivement, avec la problématique américaine qu'on a bien décrit, des marges de manœuvre pour la Fed qui semblent s'être considérablement réduites, en tout cas sur un horizon de quelques mois. En Europe, là, je voyais que Philippe Lane insiste encore ce week-end. Il faut y aller, il faut délivrer des baisses de taux. Est-ce que la BCE pourra s'affranchir à nouveau de la Réserve fédérale américaine de ce point de vue-là? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut s'affranchir et dans son attitude de la Banque centrale américaine. Ce qui est le sujet, c'est que les marchés ne le font pas. Donc, si nous, on price à peu près 100 BP de baisse cette année. S'il n'y avait pas les États-Unis, ce serait peut-être une ou deux baisses de plus. Mais si les États-Unis continuent à être beaucoup moins accommodants que prévu, il y a quand même un effet sur l'euro qui est important. Avec évidemment que la hausse du pétrole est indépendant à ce que aux autres classes d'actifs, en tout cas aux autres mouvements, que ce soit sur les devises ou les taux. Mais on voit bien qu'en Europe, en tout cas, on sort d'un choc d'offres qui a fait monter l'inflation, pas comme aux États-Unis, c'est plutôt un choc de demande, pour schématiser. Et la Banque centrale va avoir peur, en tout cas, de ce choc d'offres. On a vu, ne serait-ce qu'un hiver un peu plus froid que d'habitude, on a eu la chance en 2022 d'avoir un hiver qui était doux, donc finalement les réserves de gaz n'avaient pas posé problème. Là, on commence à se poser la question, donc l'hiver va se terminer, mais quand même, on va être ric-rac. Et ça peut faire remonter l'inflation. Vous mettez les matières énergétiques qui montent, le dollar l'euro qui baisse, là ça recrée une dynamique inflationniste et potentiellement un choc d'offres. Alors évidemment, encore une fois, un peu comme ce que je disais aux États-Unis, il y a une réserve de désinflation, ils sont tous confiants sur l'inflation qui est en train déjà, il y a une partie cyclique de l'inflation qui est quand même, qui va nous emmener vers le bas. Et avec des salaires qui vont se modérer, il reste quand même un gain de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Et normalement, en termes de croissance, ça devrait soutenir la croissance un peu. Et tout le sujet, on a vu un papier de la Banque centrale européenne, c'est savoir si elle ne va pas aller
encore s'amasser sur l'épargne et pas sur la consommation. Ouais. On voit bien les deux gros pays, France, même si ça va un peu mieux, ou l'Allemagne, politiquement, ça crée des tensions vis-à-vis du consommateur. On voit aussi, et ça c'est pas négligeable quand même, que les montants de dette sont tellement importants que dès que vous avez des hausses des taux, il y a un effet autoréalisateur quand même. C'est-à-dire que même sur l'Italie, qui est un peu vertueux, l'allié de Trump, enfin bref, avec une dette sur PIB à 140, 150, vous montez de 100 BP les taux, je vous assure que sur le déficit budgétaire, en tout cas sur les prévisions, ça se voit tout de suite. Et vous avez beau avoir un excédent primaire, si vous payez 4, voire 5, voire 7% comme a prévu, enfin dans certaines prévisions de la Commission européenne, les charges d'intérêt de l'Italie, là ça complique la donne. Donc il faut absolument que les taux ne montent pas trop et pas trop longtemps. Et là, d'une certaine manière, il y a les États, mais pas comme aux États-Unis où il y a un État qui est responsable sur le déficit budgétaire. Là, c'est chaque État doit faire son jeu, et ça complique un peu la donne, que ce soit en termes de croissance, de déficit budgétaire et évidemment d'inflation globale. Sur le plan des marchés, là, il nous reste quelques minutes, tour de table, mais gardez la parole, Alexandre. Sur le plan des marchés, comment tout ça se traduit en scénario d'investissement pour 2025 ? Encore une fois, partant des situations macro-politiques qu'on a rapidement décrites là aux États-Unis et en Europe, il faut regarder aussi la situation des marchés financiers, des marchés actions notamment. Est-ce que c'est encore tout pour les États-Unis avec le pari que cet exceptionnalisme, cette surperformance accumulée année après année peut encore continuer ? Est-ce qu'il y a au moins un moment tactique à espérer côté européen ? Enfin, comment, entre la picture, le paysage global macro que vous décrivez et la situation déjà intégrée dans les marchés financiers, comment est-ce qu'on a envie d'être positionné là ? Bon, on a vu à peu près, on a vu cette répétition avec certains articles de journaux. On va avoir c'est facile à dire, mais beaucoup de volatilité avec des corrections beaucoup plus importantes que l'on a eu ces derniers mois. On m'a dit que sur le S&P en 2024, il n'y avait pas eu plus de 8% de drawdown. C'est ça, hein, moins de 10% de drawdown. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare. On doit voir 15%, c'était le classique avant, et c'est vrai que... C'est possible qu'on revienne dans ce genre d'ordre de grandeur déjà. Oui, sauf qu'on a des hypothèses de performance qui sont de l'ordre de 8 à 10%, donc si vous avez des corrections de 15%, il va faire plus 30, quoi. Disons qu'il va falloir bien gérer la flexibilité sur les marchés actions. Donc effectivement, là, peut-être un tout petit peu plus de prudence, même si sur 2025, nous, sur les actifs américains, on reste plutôt positif, ne serait-ce que par rapport à l'actif dollar qui aide ces actifs-là. Oui. Et pour l'instant, en tout cas, à 4,75, voire pourrait monter à 5 sur les actifs obligataires. Il y a quand même des acheteurs naturels, à mon avis. On parlait des fonds de pension, mais pas que, les Japonais et puis les acteurs américains qui peuvent... Sauf s'il y a vraiment un dérapage de l'inflation. Là, ça serait dramatique. S'il n'y a pas de dérapage de l'inflation, on pense qu'on pourrait avoir des marchés... C'est des zones d'achat, ouais. C'est des zones d'achat. Mais on n'est pas à l'abri d'un dérapage sur l'inflation. Géopolitiquement, un pétrole qui remonte à $100 pour X raisons, ce n'est pas notre scénario. Mais en tout cas, il y a une fragilité d'éléments exogènes en Europe qui font qu'il faut quand même être alerte. Ouais. Gilles, sur la situation des marchés, ce que ça implique comme positionnement là, pour démarrer il y a deux choses. Trump 2.0, c'est pas totalement différent de Trump 1.0. Il avait hérité d'une économie en sous-activité d'Obama, des taux bas, un déficit bas. Là, il a une économie en surchauffe qui a été maintenue en surchauffe, je dirais artistiquement, par Yellen et Powell pendant 2 ans. Et donc, qui a justement résisté. Il n'y a jamais eu de drawdown parce qu'à chaque fois, soit la Fed, soit le Treasury arrivait à remettre de... Donc, il arrive de quelque chose qui est vraiment, je n'ose pas dire à bout de souffle, mais entrée. Et on a une équipe qui est quand même moins compétente, probablement, en tout cas plus hétérogène, qui arrive. Donc ça sera difficile. L'équipe de Trump est moins compétente aujourd'hui. Elle est plus hétérogène que n'était celle de 2000. Que Yellen. Oui. Powell. D'accord. Powell, il y avait une symbiose quand même. Où à chaque fois qu'il a fallu remettre de l'essence dans le réservoir, quelqu'un a été là, soit trésor, soit. Il y avait un couple. Il y avait un couple qui travaillait ensemble pour délivrer une économie en surchauffe le 5 novembre 2024. Ça n'a pas marché, mais en tout cas, ils ont bien travaillé de ce côté-là. Donc, il hérite d'une économie en surchauffe, avec une équipe plus hétérogène, ne serait-ce qu'avec la Banque centrale, qui est maintenant plutôt dans la résistance, je dis. Donc, ça sera beaucoup... Enfin, ça sera un attelage beaucoup moins compétent, je pense, dans une économie différente, fondamentalement différente de ce qu'il a connu en 2001. Ça, c'est le premier point.
Concernant l'Europe, moi j'ai un catalyste quand même sur l'Europe et l'euro. Mais ça veut dire quoi pour le marché américain? Plus de friction, plus de tension, plus de friction, volatilité, risque de drawdown plus important. Il y a un énorme optimisme sur les IPS, sur la croissance, qui risque d'être déçu. Et à ce moment-là, le dollar risque d'en pâtir quand la Fed va devoir baisser. Mais ce moment-là de vérité, comme vous dites, ce moment de rendez-vous, en tout cas, il est là devant nous. C'est pas dans 3 ans, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est pour maintenant, quoi. 17% d'IPS en 2025, alors qu'on venait d'années 2023-2024 où les estimations étaient faibles, on anticipait des récessions, et à chaque fois, ils ont réussi à surmonter ça et à remettre de l'essence dans le moteur. Là, ça plutôt mon avis l'inverse, on a d'énormes attentes et une équipe qui ne sait pas trop où est le réservoir d'essence. Bon. Ça, c'est pour les US, c'est sur l'Europe. Et donc, du coup, le dollar qui peut décrocher et les actions. Et pour l'Europe, pour moi, il y a un catalyste de ce marasme. C'est probablement en 2025 un vrai cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, qui ne soit pas une défaite politique ou militaire de l'Ukraine, mais vraiment un cessez-le-feu qui change la donne sur l'Europe, probablement avec le retour du gaz russe au prix de la défaite stratégique de Poutine. Voilà. Et donc, c'est ça qui pourrait changer la donne sur les actifs européens en 2025. Ah ouais, vous voyez les choses, effectivement. Je pense que les deux sont épuisés. Assez net, quoi. Quelque chose d'assez net entre l'Ukraine et la Russie qui libère vraiment, qui permettent de libérer une partie de la décote, enfin qui enlève une partie de la décote. Si il n'y a pas de capitulation militaire ou politique de l'Ukraine, c'est une défaite stratégique de la Russie monstrueuse, Syrie, Suède, tout ce qu'on veut. Et pour faire accepter ça, le seul prix qu'elle peut accepter, c'est le retour du gaz russe. D'accord. En Europe. D'accord. C'est le seul moyen d'une pierre deux coups, quoi. Voilà, et ça arrange en plus les Européens. Donc pour moi, je veux dire, si on a une vraie cessez-le-feu sur les lignes de contact, sans capitulation ukrainienne, oui, il faut, pour faire passer la pilule aux Russes, il faut qu'ils revendent du gaz. Et qu'ils puissent reconstruire aussi leur économie, parce qu'il est quand même en beaucoup moins... Et ça limite les inquiétudes qu'on a effectivement sur l'approvisionnement énergétique et le coût de l'approvisionnement énergétique pour un certain nombre d'entreprises. Ça fait une idée, ça fait une story sur l'Europe. Non, mais c'est une bonne idée, mais c'est un pari, quoi. En tout cas, je pense que pour un cessez-le-feu, c'est probable. C'est dans 2020, c'est pour 2025. Sur la situation des marchés, est-ce qui vous intéresse en ce début d'année, Sébastien ? Non, mais il faut y croire en tout cas. Non, mais je pense que c'est important. Il y aura cessez-le-feu si Trump arrête d'aider l'Ukraine. Ça sera presque. C'est plus Day One maintenant, c'est dans les 6 mois. Du point de vue stratégique, les Allemands, et c'est très important, ont changé d'idée. Le partenaire russe, tant que Poutine est là, n'est pas un partenaire et il faut changer. Donc le paradigme européen, il est à définir. Mais pour revenir au marché, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, nous, on est dans cette idée qu'il y aura beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être sur les actions américaines pour des questions presque pavloviennes. C'est-à-dire la baisse de taxes va aider, ça a aidé dans le passé. Est-ce que ça peut aller vite ou pas d'amener le taux de l'IS à 15%? Peut-être pas, mais c'est un élément qui soutient. On est à 15% encore, ou entre 12 et 15 de hausse des Tant qu'on sait pas, c'est buy the rumor, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, avec ce biais très important entre la tech américaine et le reste, là, peut-être, ça sera plus homogène. On a vu des sursauts, des small caps sur une croissance, des tentatives. Mais bon, Nvidia prend une bande passante énorme. Donc, nous, on est toujours sur les actions américaines, mais peut-être à court terme, c'est la bonne idée de rester là-dessus avec cette fragilité quand même des taux qui montent et donc quand même des valos qui deviennent trop exigeantes. Donc le marché, on voit bien depuis décembre, hésite. Et on est très optimiste Trump, mais quand même on hésite parce qu'on a cet obstacle. Maintenant, pour le reste du monde, c'est vrai que nous, c'est difficile de faire un énorme pari, à moins que la Russie change des choses, mais sur les actions européennes. Pourquoi ? Parce que, il y a les inconnus politiques, et on voit bien que c'est compliqué. L'Allemagne peut changer la donne en février, et donc on a du mal à revenir. Il n'empêche que les valeurs sont plus exigeantes, comme vous l'avez vu, parce que les taux ont monté notamment. Mais nous, on voit qu'il y a des choses qui devraient quand même marcher un peu mieux. Donc on est sur, quand même, on est neutre, disons. Vous capitulez pas sur l'Europe. On balance pas l'Europe. Bah oui, quand même. Et sur les taux, nous, on y est assez présent. Pourquoi ? Parce que les taux réels sont intéressants. On est présent sur les taux. On est quand même prudent parce qu'on ne va pas mettre sur la duration parier énormément. Le crédit, ça nous intéresse toujours. Et pourquoi ? Parce qu'il y a ce portage, malgré le mur de la dette, je pense qu'il est moins fort qu'on le pense, il va arriver plutôt plus tard. Et la raison, c'est que pendant toutes ces années, pendant cette période, les boîtes
ont pris beaucoup de dettes. Ils ont réussi à relever leurs dettes. Donc le mur est moins fort qu'on le pense, mais il va arriver. Il va arriver parce que ça coûte plus cher. Il y a déjà eu des premiers refinancements sur le début de l'année, ça s'est arraché, quoi. Voilà, et donc nous, on est là-dessus. Et puis, il vous reste sur les monnaies, comment gérer ça. Il reste, je ne vais pas parler du Japon, on parlera peut-être une autre fois. Et il reste sur les monnaies, le dollar, il va continuer à être soutenu. On s'est dit de partir. Il y a une limite. C'est quoi la limite? Est-ce que c'est celle de, il n'y a pas si longtemps, on a touché 0,98. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Je ne sais pas. On est déjà à 1,02. C'est difficile d'aller contre le dollar, mais ça va s'arrêter. Il y a un momentum très fort, effectivement. L'euro-dollar, on retourne quasiment 2 ans en arrière, effectivement. C'était octobre 22 où on avait cassé cette parité. 0,95. Merci beaucoup, messieurs. Sébastien Paris-Sorvit, LBP AM, Alexandre Ezez, Groupe Richelieu et Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque lundi, c'est le quart d'heure américain, l'occasion de faire le point sur l'actualité économique et politique en provenance des États-Unis avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en visioconférence. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être fidèle au poste pour ce rendez-vous. On est à une semaine de Day One pour Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans les dossiers qui vont assez vite arriver pour lui, il y a le dossier US Steel, qui est le grand dossier politique du moment, puisque, je le rappelle, Joe Biden s'oppose au rachat de US Steel par Nippon Steel. La proposition a été faite en bonne et due forme. Les deux groupes semblaient d'accord sur la pertinence de se rapprocher, sauf que politiquement, ça n'est pas faisable. Et oui, et d'ailleurs, il y a quelques heures, le Premier ministre japonais s'est entretenu par visioconférence ou par téléconférence, je n'arrive pas à savoir, avec Joe Biden pour lui rappeler l'importance stratégique de l'alliance entre Tokyo et Washington et le respect que souhaitent recevoir les Japonais qui sont les premiers investisseurs industriels aux États-Unis, parmi les premiers acheteurs de bons du Trésor, Japonais qui sont de très très bons alliés en Asie des États-Unis contre la Chine et qui ne comprennent pas qu'ils soient traités ainsi par l'administration Biden qui est sur le départ, d'autant que la commission interministérielle qui est chargée d'examiner les dossiers d'acquisition importants de la part d'investisseurs étrangers pour des firmes américaines n'a pas rendu d'opinion négative sur ce dossier. C'est Joe Biden qui lui-même a décidé de mettre son veto à cette opération en vue d'honorer une promesse purement électorale, pour ne pas dire électoraliste, qu'il a faite au syndicat des aciéristes, US Steelworkers, promesse qu'il a faite du temps où il était encore candidat, qui était de s'opposer à tout prix à cette offre de rachat de US Steel par Nippon Steel pour près de 15 milliards de dollars. Il préfère dire non à d'excellents alliés japonais, il préfère tenir sa promesse alors qu'il quitte la Maison-Blanche et qu'il veut que son héritage soit celui du président qui, jusqu'au bout, aura été le plus favorable explicitement et implicitement à tout ce que proposait le mouvement syndical américain, mais il ouvre tout de même la porte à une suite dans cette opération, car son veto n'est pas exécutoire avant le 18 juin. Et ça, c'est un élément nouveau qui peut donner à Donald Trump, s'il le souhaite, l'opportunité d'être un bon allié du Japon. Seulement, voilà, Donald Trump, lui aussi, a fait des promesses à US Steelworkers. Donald Trump aussi entend soutenir le mouvement syndical et Donald Trump aurait à revenir sur sa promesse de ne jamais laisser Nippon Steel racheter US Steel. D'autant que, on l'a appris il y a quelques minutes, il est possible qu'une solution alternative se présente avec la tentative d'une offre conjointe que ferait Cleveland Cliffs et l'autre aciériste américain Nucor pour racheter Nippon Steel, pour racheter US Steel. C'est attention, on n'a pas encore les détails de cette opération. On ne semble pas en mesure d'aller aussi loin que ce qu'a promis Nippon Steel. Nippon Steel promet non seulement des primes de $5 000, une garantie de l'emploi, une garantie des niveaux de production également, pour démontrer que
leur offre est parfaitement compatible avec le souci de souveraineté et de protection qu'exige Joe Biden et qu'exigera probablement demain Donald Trump. Bon, très intéressant parce que dossier évidemment, alors industriel bien sûr, mais aussi très politique, et on verra effectivement comment Donald Trump s'en saisit et jusqu'où il cherchera à se démarquer ou non de la position actuelle du président américain Joe Biden. Et puis le compteur tourne pour TikTok, tic-tac pour TikTok, c'est ça, Pierre-Yves, qui pourrait être banni des applications de téléchargement sur le territoire américain. Alors, ce dossier rappelle un tout petit peu celui de Nippon Steel et de US Steel, parce que là encore, on a une décision qui a l'air définitive, qui est prise au dernier moment par Joe Biden, mais qui pourrait peut-être de facto se trouver repoussée si jamais deux choses se produisent. D'abord, la Cour suprême a été saisie par TikTok, et la Cour suprême doit, d'ici quelques heures, décider si cette loi qui a été votée par le Congrès américain à forte majorité bipartite en avril et qui a été promulguée par Joe Biden, qui interdit à TikTok chinois d'opérer aux États-Unis et qui obligerait la maison mère de TikTok, ByteDance, à se débarrasser et à vendre TikTok sur les États-Unis à un investisseur américain. Est-ce que cette loi viole le premier amendement de la liberté d'expression ? Il va falloir que la Cour suprême tranche là-dessus. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une porte de sortie que la Cour suprême peut offrir en donnant davantage de temps à TikTok pour trouver un acheteur ? Si la porte est fermée par la Cour suprême, il va être difficile à Donald Trump de sauver TikTok comme il prétend vouloir le faire maintenant, alors qu'il y a quelques années, il était farouchement partisan de l'interdiction de TikTok aux États-Unis. À peu près la moitié des Américains utilisent TikTok. Quelques 170 millions d'utilisateurs mensuels, c'est quand même pas rien. Mais fondamentalement, démocrates et républicains au Congrès, y compris dans ce nouveau Congrès, sont convaincus que TikTok représente un danger pour la sécurité américaine parce que le gouvernement de Pékin, le gouvernement communiste chinois, peut exiger de TikTok qu'il lui transfère toutes les données privées sur le comportement des utilisateurs de TikTok, ce qui représente aux yeux des autorités américaines une menace pour la sécurité et pour la démocratie américaine. Et à propos de menace sur la sécurité, qui est un argument souvent invoqué par Donald Trump, ce dossier TikTok, par exemple, c'est typiquement le genre de dossier où Donald Trump ne serait pas forcément aligné avec sa base ou d'électeurs ou d'élus républicains ? Donald Trump a changé d'avis. Il était contre le TikTok chinois qui opérerait aux États-Unis et maintenant il a changé d'avis pour deux raisons. La première, c'est qu'il souhaitait que TikTok aux États-Unis soit une alternative, et il le souhaite toujours, à Meta Platforms, à Facebook. Mais il y a 2 ans, il était très très fâché contre Facebook. Or, il s'est considérablement rabiboché, pour employer un terme qui n'est pas très joli, mais c'est à ça que ça ressemble malheureusement, avec Mark Zuckerberg. Et maintenant, TikTok alternative nécessaire à Meta Platforms, c'est un argument qui est moins fort, mais néanmoins, Donald Trump aimerait bien qu'il y ait une alternative à Meta Platforms. Mais surtout, il voudrait disposer d'un dossier sous le coude qui puisse lui servir de bargaining chip avec Pékin dans le cadre d'une grande négociation commerciale. Il aimerait pouvoir dire à Pékin, écoutez, voilà, en matière commerciale, en matière de droits de douane, j'ai cet argument qui pourrait faire énormément de tort à ByteDance, mais je vais me montrer généreux si par ailleurs vous changez certaines de vos pratiques commerciales. Ça peut être un élément parmi d'autres dans une négociation commerciale, et Dieu sait si Donald Trump prétend savoir jouer toutes les cartes dont il pourrait disposer dans une vaste négociation avec Pékin. Oui, comme vous le disiez, il a là 2 beaux dossiers politiques, Nippon Steel d'un côté, ByteDance, la maison mère de TikTok de l'autre, pour d'éventuelles négociations avec le Japon ici ou la Chine là demain. Alors ce qui est intéressant, c'est que
dans l'entourage de Donald Trump, y compris des gens qui ont été sélectionnés et qui sont appelés à être responsables de la sécurité nationale à la Maison-Blanche, responsables de la Federal Communications Commission, la FCC, responsables des affaires commerciales, il y a là des adversaires farouches qui sont on the record contre TikTok aux États-Unis. En revanche, il y en a un qui se distingue et qui est devenu le meilleur ami et le meilleur conseiller de Donald Trump depuis quelques semaines, c'est Elon Musk, qui lui prétend que non, on ne peut pas interdire comme ça ce réseau américain, ça ne serait pas bien, peut-être parce qu'il se rend compte que si les États-Unis décident d'interdire un réseau social sur leur territoire parce qu'il est contrôlé par un gouvernement étranger, au même titre qu'il est interdit à un groupe étranger de contrôler une chaîne de télévision, par exemple, ou un studio de cinéma, eh bien, peut-être que les Européens verraient d'un autre œil la manière dont Twitter, qui s'appelle X maintenant, se comporte en Europe. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cet éclairage hebdomadaire sur les sujets clés aux confins de l'économie et de la politique américaine, bien sûr. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Ce quart d'heure américain est à retrouver bien sûr en replay chaque jour et chaque semaine sur bismart.fr.